Bueno, buenos días a todos, buenas tardes a los que están más lejos. Es un honor para nosotros, para la Asociación Psicoanalítica Argentina, contar con la presencia de la doctora Elizabeth Rudinesco, quien nos va a hablar hoy sobre la certeza identitaria, es el título que le ha puesto a su exposición, en base a un libro que ya por suerte tenemos traducido al español, que es El Yo Soberano, ensayo sobre las derivas identitarias. Esta actividad cuenta con el auspicio del Instituto Francés de Argentina, con la Embajada de Francia, con la Comisión de Cultura y la Secretaría Científica y la Comisión Directiva de la Asociación Psicoanalítica Argentina, y la doctora Rudinesco es ampliamente conocida porque además tenemos la suerte que hay mucho de su obra que ya está traducida en nuestro idioma. Voy a decir brevemente, porque así nos lo pidió, que es historiadora y directora de investigaciones de la Universidad de París 7 y autora de numerosas obras. Pardon, je ne suis plus à l'université de Paris 7, je suis à l'École normale supérieure pour un séminaire d'histoire. Mais bon. Perfecto. Como dije, tiene numerosos trabajos escritos, libros, entre ellos Lacan, Esbozo de una vida, Historia de un sistema de pensamiento, Freud en su tiempo y en el nuestro, y el Diccionario de Psicoanálisis, que todos conocemos. Por una feliz coincidencia, el tema del año de la Secretaría Científica es diferencia y diversidades. Así que seguramente las ideas de la doctora Rudinesco van a ser un inestimable aporte en ese sentido. Y como para comenzar la presentación, quiero decir que toma una posición que es mantener en tensión todo el tiempo el reconocimiento de lo logrado a través de las luchas por las minorías, junto con, yo marcaría ciertos deslizamientos que, y voy a repetir textual, tienen que ver con una idea que la identidad es múltiple y que incluye lo ajeno a sí mismo. Y el deslizamiento sería yo soy yo y eso es todo. Así que bueno, como ustedes ven, el debate promete. Voy a presentar a quienes nos acompañan. Está la doctora Gabriela Goldstein, que es nuestra presidenta de la institución, que es doctora en psicología, en psicoanálisis, es arquitecta además, pintora. El diálogo lo va a comenzar la doctora Alicia Kirchner, que también es coordinadora del área de cultura y forma parte de la Comisión Científica de la APA, y en un trabajo inestimable con las redes, con la cantidad de gente que está participando, está la licenciada Cecilia Moya, que va a encargarse de la coordinación de redes. En primer lugar, la doctora Gabriela Goldstein le va a dar las palabras de bienvenida y luego iniciamos con Alicia Kirchner el diálogo con la doctora Rudinesco. Gracias. Gaby. Gracias, Cristina. Buen día, buenas tardes. Bueno, le damos la bienvenida a la doctora Elizabeth Rudinesco a su presentación en la Asociación Psicoanalítica Argentina. Es un honor para nosotros poder escucharla en esta conferencia a partir de las ideas de su libro tan apasionante, El Yo Soberano, ensayo sobre las derivas identitarias. Considero este libro necesario para abrir el mapa contemporáneo del estado de situación del mundo y de las subjetividades, de la humanidad. En esta cartografía multidimensional, interseccional, la doctora Rudinesco nos señala puntos nodales para hacer un recorrido posible.
una especie de brújula para poder ir recorriendo el estado actual de situación tan interesante y controversial. No se trata de una exégesis temática, sino de una lectura crítica, en el sentido fuerte del término, de los grandes temas que nos convocan. Necesitamos, como lo muestra este libro y nos abre el juego, pensar en profundidad, sin prejuicios y sin inocencia, y sin temor, yo diría. Sin duda, se trata, la lectura de este libro y seguramente esta conferencia, una jornada erudita. Podemos desplegar cada texto que querramos en este libro, cada cita, cada autor, cada bibliografía. Es una gran generosidad para poder introducirnos y poner en tensión cada uno de los temas como lo hace la autora. No es simplemente una enumeración, es una permanente puesta en tensión de los diferentes temas que están en juego. Y esto hace de la lectura de este libro algo apasionante. El título ya nos señala, yo diría provocativamente, una línea de interrogación. El yo soberano, el yo rey. Y si bien la soberanía en el pensamiento político se refiere a súbditos y soberanos, aquí, en la intertextualidad por la que está atravesada el psicoanálisis y necesita estar atravesada, nos interroga con fuerza. Hoy, en el siglo XXI, esta esfera de todo lo que despliega el libro se pliega y se repliega en lo subjetivo para ganar terreno y al mismo tiempo en una nueva vuelta para abrirse a la arena de lo público, en la imagen, en nosotros, y para que Un podamos... instant, je vais chercher à boire. Sí. Voilà, je reviens. Bueno, ya terminaba y decía que en este juego que nos propone el siglo XXI en relación a todas las preguntas, las cuestiones que surgen en el libro, esta esfera que se parece que se repliega hacia la subjetividad vuelve a plegarse para ganar terreno en nuevas áreas, en el pensamiento, en lo público, en la cuestión de la imagen, en las redes y en nosotros hoy para seguir haciendo preguntas. Muchísimas gracias y le doy la palabra a Alicia Kilner. Es un honor, Elizabeth Rudinesco, poder tener su presencia aquí en la Asociación Psicoanalítica Argentina. Alicia, vamos a comenzar el diálogo, si te parece, con la doctora Rudinesco. Bueno, les agradezco, yo le tengo que agradecer a Elizabeth y también le voy a agradecer a Mateo, cuyos oficios de gestor de este auspicio de la Embajada y el Instituto Francés nos han ayudado muchísimo para concretarlo. Y a Elizabeth, que ha sido tan amigable para aceptar la invitación, sin dar mucha vuelta. Yo me conecté con ella, me pidió el mail y todo fluyó bastante rápido. Así que vertiginosamente estamos aquí para tener todo un diálogo, no solo con ustedes, sino con toda la gente que está escuchándonos, quienes les agradecemos muchísimo que estén aquí. Hay muchos amigos y después luego gente que no conocemos y que no sabemos qué va a preguntar. Tenemos muchas preguntas elaboradas. No sé si quiere que empecemos con las preguntas
yo lo que, no quiero dar más discursos porque me parece que se Oui, cansa, les- se cansa un poco. pour moi, les Pero questions, lo que yo pensaba non, non. es que Pour moi, c'est bien les questions parce que ça me permet de réagir et pas de réciter toujours mon livre. Ujú. Ujú. bueno, C'est interactif. igual lo puedo recitar, que no nos va a venir bien, pero lo que yo le quería decir que a mí me parece que usted es una persona muy particular, bueno, como dice alguien, uno que definía la identidad en no sé qué página de internet, decía, la identidad es lo que cada uno es, ¿no? La singularidad de cada uno, pero que la madre le decía, tú eres único y especial como todos los demás, ¿no? Pero me parece que C'est usted bien es dit. única y especial en esto, en que usted, tal vez por su formación en historia o su deseo sencillamente, toma los zeitgeist de la época, que es algo a lo que los psicoanalistas nos cuesta mucho llegar, ¿no? Siempre el psicoanalista llega como el búho de Minerva cuando todo ya pasó. En cambio, usted suele poder hacer, en los últimos libros, por ejemplo, ¿Por qué el psicoanálisis? Este mismo que no es de este año, acá en español salió ahora, pero es un libro que vi que en francés salió en 2018, o sea, es prepandemia, pero estos temas ya estaban planteados. Y usted es contemporánea en el sentido, creo, es alguien que es contemporáneo en el sentido nietzscheano, como dice Barthes en sus cursos del Collège de France, donde dice que para ser J'ai contemporáneo... jamais enseigné au Collège de France. Ah, Je ne suis pas professeur au Collège de no, France, hélas. pero Roland Barthes, sí, sí. Sí. Bueno, ya llegará. Él decía que para ser contemporáneo hay que ser Il y a une poco limite d'âge. contemporáneo. Non, non. Lo vamos a discutir. Él decía que para ser contemporáneo hay que ser poco contemporáneo, ¿no? Hay que tener cierta distancia, porque a mí me parece que usted no se deja llevar por la contemporaneidad. O sea, está en la contemporaneidad, la lee, estudia la historia, y me parece que yo la definiría en estos libros, por lo menos en estos últimos libros, como una historiadora del presente, ¿no? Que me parece es una posibilidad, ¿no? Dice, la contemporaneidad es esa relación singular con el propio tiempo, que se adhiere a él, pero a la vez toma distancia para poder pensar sus oscuridades, ¿no? Así que voy a empezar con alguna pregunta, no sé si hay algo de todo esto que la inspire, me lo dirá. Yo creo que la causa de la época es la causa de la víctima, ¿no? Es alguien que busca al culpable de su dolor, que en realidad es el dolor de existir, pero que este sujeto en posición de víctima pide que alguien pague por el daño que se le ha infligido. El dolor de existir se ha convertido en un daño. Y me parece que también cuando en el libro ¿Por qué el psicoanálisis? Veíamos que la epidemia de hace unos 10 o 15 años era la depresión, la fatiga crónica. Hoy estamos ante otra epidemia, que es la cuestión identitaria, el transgénero. Bueno, es el tema que más probablemente interese a los psicoanalistas, pero que usted ha podido enlazar de un modo tan admirable con las otras cuestiones identitarias, no solo lo transgénero, ¿no? También lo negro, lo islámico, lo indígena, en fin, todas las variedades infinitas. Y cuando yo creo que la pregunta más difícil que se le puede hacer a alguien es, ¿quién es usted? ¿No? Who are you? Es la pregunta que le hace la oruga a Alicia en el libro de Lewis Carroll.
¿no? La oruga fuma en un narguile mientras le pregunta a Alicia, "Who are you?". Y Alicia está un poco confundida y trata de recitar unos versos que no le salen. Y en el medio de esta escena, que es un poco suavemente violenta, la oruga, que le exige la respuesta, "Who are you?", de pronto, medio se desvanece y ahí Alicia se da cuenta que la oruga se ha convertido en mariposa. Entonces, el que interroga tampoco sabe quién es, ¿no? Bueno, esta pregunta es, "Who are you?", no se la hago a usted personalmente porque ya hablaron mucho de usted y ahora ya sabemos quién es usted, pero ¿qué piensa de esta dificultad que esta exageración identitaria viene a cubrir y a rellenar? Je vous remercie de me poser cette question qui est évidemment au centre hein, de ce que j'ai étudié. Et c'est vrai que j'ai pris cette définition du sujet au début de Michel Serres, qui est le sujet et rien d'autre. Voilà. Pour essayer en effet de montrer l'idée d'une unité tout de même du sujet. Alors, vous êtes parti directement là dans deux voies, hein, qui est, ça concerne la psychanalyse, oui, ça concerne la psychanalyse et pas seulement la question des transgenres, ça concerne la psychanalyse en elle-même, hein, c'est-à-dire, de fait, quelque chose qui était visible, à mon avis, dans l'histoire de la psychanalyse dès les années 60, notamment avec les thèses de Heinz Kohut, le psychanalyste américain, qui avait constaté que cliniquement, hein, on était passé d'une clinique du conflit hystérique à une clinique du narcissisme. Autrement dit, à partir des années 60-70, dans le monde occidental, il y avait beaucoup plus de liberté sexuelle, de liberté de s'exprimer, de liberté d'être soi, que du temps de Freud. Hein. Donc, la question, au fond, se posait de savoir à quoi servait la psychanalyse, puisque la société, l'évolution sociale avait contribué, en partie grâce à la psychanalyse, hein, à libérer les gens des frustrations, à épanouir la sexualité, à élever les enfants autrement, à faire l'égalité des femmes. Enfin, c'était, disons, très progressiste. Donc ça existait, et en même temps, ce qu'on constatait dès cette époque, ce que constataient les cliniciens de sa self-psychology, hein, c'est-à-dire la clinique de soi, la psychologie de soi, pas du moi, hein, de soi, des problèmes identitaires, c'est que les personnes qui avaient ces troubles identitaires, c'était en fait une problématique entre soi, et pas une problématique de conflit avec l'environnement. Autrement dit, eh bien, les névroses continuaient malgré tous les progrès des sociétés, malgré les progrès de la psychanalyse. En fait, on restait névrosé, parfois même beaucoup plus gravement que quand on avait des bonnes raisons de l'être. Hein, je dirais, ouais, vous me le mettez dans la tasse. On avait des bonnes raisons de l'être au début du XXe siècle. Alors ça, c'était l'apparition dans le mouvement psychanalytique de cette interrogation où on remplaçait en quelque sorte Édipe par Narcisse. Donc ça existait, hein, ça existait déjà. Alors maintenant, ce que moi j'ai
traiter comme sujet, c'est le phénomène beaucoup plus large, social, qui touche évidemment, comme vous dites, le statut des victimes, c'est-à-dire à partir des années 1990, que j'ai situé ça au moment de la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire la fin de l'engagement communiste, hein, enfin la fin d'une quête d'une société meilleure, qui a évidemment laissé place à une quête du bonheur individuel. Pourquoi pas? Après tout, toutes les grandes révolutions s'étaient posées aussi la question du bonheur de soi, hein, du bonheur individuel. Même Freud a une théorie du bonheur, de l'épanouissement du sujet. Alors, je me suis posé la question de savoir pourquoi même ça, qui était une interrogation légitime, risquait de tourner en son contraire. C'est une des grandes thèses que j'ai développées d'ailleurs et qu'on retrouve aussi dans l'histoire des révolutions, histoire du féminisme, histoire de la psychanalyse, histoire en général. C'est comment se fait-il que quelque chose qui au départ est extrêmement émancipateur, le communisme, le socialisme, le féminisme, peut tourner en son contraire, c'est-à-dire à quelque chose qui devient dogmatique, antilibéral. Bon, c'est arrivé à la psychanalyse. Hein. Les plus grandes avancées de la psychanalyse ont donné lieu aussi, dans le mouvement psychanalytique, à des réactionnaires, au contraire de soi, à des dogmes figés, etc. Donc ça menace quand même tout le monde. Alors, quand vous parlez des victimes, oui, il y a deux aspects dans cette affaire. Il est évident que les revendications identitaires sont devenues sociales, hein, à la place donc de l'engagement politique, de l'échec en quelque sorte, je dirais en gros, hein, du communisme, quand même, ça a joué. Les victimes, c'est pas toujours imaginaire. Hein. Il y a des vraies victimes. Parce que si vous vous placez d'un point de vue de la clinique, quand vous avez un patient qui a été victime de tout, victime d'abus, victime sociale, victime du colonialisme, abusé dans son enfance, c'est une vraie victime. Quand vous le recevez en analyse, vous ne le recevez pas dans une association militante. Qu'est-ce que vous essayez de faire? C'est de dépasser la position de victime. C'est-à-dire, en gros, de dire à cette victime, reconnaître, c'est très important, qu'il est vraiment victime, et de dire on peut quand même survivre, on peut vivre avec ça. Et nous avions évidemment l'exemple, là pour le coup, des survivants de la Deuxième Guerre mondiale, des survivants de la Shoah. On avait les survivants en Amérique latine des dictatures. On a quand même du recul. Hein. On peut avoir été une vraie victime et s'en sortir. Mais ça, c'est un point de vue clinique. Quand vous prenez le phénomène identitaire collectif, c'est beaucoup plus compliqué parce que les mouvements d'émancipation des Noirs, j'ai parlé beaucoup de Aimé Césaire, de Frantz Fanon, les mouvements d'émancipation des homosexuels, ils ont vraiment été des victimes collectives. Je veux dire, même quand ils ne le sont pas à titre personnel, il y a vraiment eu une histoire meurtrière. Il faut la reconnaître, il ne faut pas la nier. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je parle là de façon collective. Eh bien, les penseurs de ça, qui sont d'ailleurs Michel Foucault, Jacques Derrida, j'en parle, Frantz Fanon, Édouard Saïd, tous les grands penseurs de la question des oppressions ont réfléchi à la part sombre de l'humanité en général, c'est-à-dire comment peut-on produire le pire. Comment l'humanité peut-elle produire le pire à certains moments? Freud, évidemment, l'avait dit, hein, avec sa notion de pulsion de mort, avec son malaise dans la civilisation.
Mais il faut quand même reconnaître le statut de victime aux victimes. J'insiste beaucoup parce que vous avez aujourd'hui une montée en puissance de l'extrême droite, des idées les pires de l'extrême droite, qui évidemment reviennent à la surface et qui nient l'existence des victimes réelles. Vous avez des racistes qui disent la colonisation c'était très bien, vous avez des antisémites de nouveau, vous avez vraiment une pensée réactionnaire. Donc la grande difficulté aujourd'hui, c'est que pour répondre à ça, l'enfermement dans le statut de victime identitaire est nécessaire en un premier temps. Historiquement, quand les homosexuels, je vais passer par là, ou les Noirs américains ont demandé, ont réclamé, ont obtenu les droits civiques, 20 ans plus tard, les homosexuels ont été dépénalisés, c'est quand même une lutte tellement difficile qu'ils ont eu besoin de se regrouper entre eux pour la mener, c'est-à-dire de se mettre dans des collectifs. Et ça, c'est l'aspect positif du début. Donc moi, je pense que, ils le disent tous, tous les mouvements identitaires disent, mais ça a été nécessaire à un moment donné de se retrouver entre soi, avec sa culture, avec son identité. Le pasteur Martin Luther King le disait. Mais ce qu'il faut, c'est pas sortir de l'idée qu'il y a un universel. Autrement dit, la lutte d'émancipation des Noirs, des homosexuels, des femmes, elle ne concerne pas seulement les Noirs, les homosexuels, les femmes, ça vous concerne quand vous n'êtes pas homosexuel, quand vous n'êtes pas noir. Donc, et c'est là où ça concerne le sujet universel en tant que tel. C'est pour ça que j'ai dit ça. Et qu'il ne faut pas opposer en quelque sorte un universalisme à une différence. L'être humain, il y a les deux. Vous l'avez très bien dit à propos d'Alice, mais on peut le dire à propos de tout. Et donc, si vous voulez, nous sommes faits de tous et d'un. Nous sommes tous faits de facettes différentes. Là où j'ai placé la critique, c'est précisément quand les revendications identitaires tournent à leur contraire, c'est-à-dire non plus la liberté, la revendication de liberté, mais l'atteinte à la liberté des autres. Premier point. Deuxième point, collectivement, la notion en fait de repentance, c'est-à-dire j'appartiens à une lignée, je suis noire, j'appartiens à une lignée de gens qui ont été des esclaves, qui ont été martyrisés, qui ont été persécutés. Ils vont au-delà de l'idée que la société doit reconnaître ça. Ils veulent une réparation. Et à partir du moment où on veut une réparation, on peut le faire. On peut restituer les objets qu'on a volés en Afrique, qui sont dans nos musées, on peut les restituer. On peut restituer beaucoup de choses. On peut reconnaître les cultures des peuples premiers, heureusement. Alors, ça concerne moins l'Argentine que le Brésil, mais c'est capital de reconnaître cette existence-là. Mais la question devient nuancée quand, si vous voulez, on a recours à des théories, et c'est ça les théories identitaires, qui se répandent notamment dans les universités, dans lesquelles, au fond, on reprend la stigmatisation de soi à son propre profit. Exemple du virage par rapport, disons, dans la question noire. Le virage après Césaire, pour lui, il y avait la négritude, il y avait une culture noire qu'il fallait reconnaître, mais il ne pensait pas qu'il était ontologiquement différent lui-même d'un blanc. Il n'y a pas de race il n'y a pas de race, ça n'existe pas. Vous êtes la même chose au point de vue biologique qu'un noir, c'est la même chose. Et c'est là où les dérives, ce que j'appelle la dérive identitaire, c'est-à-dire on passe de l'émancipation à une nouvelle oppression, quand on reprend la terminologie de l'ennemi,
pour la positiver. Même si c'est vécu comme nécessaire, je pense qu'on doit le critiquer. Et à partir du moment où, dans les mouvements noirs d'aujourd'hui, extrémistes, hein, indigénistes, il y a l'idée de reprendre qu'on appartient à une race, ça ne va pas. Parce qu'une couleur de peau différente, ce n'est pas une race. D'où la critique que j'ai faite du terme racisé. Je peux comprendre qu'en un premier temps, c'est nécessaire, hein, j'appartiens à cette lignée, mais dans un deuxième temps, le risque, c'est de remettre de la race alors qu'il n'y en a pas. Bon. Et à ce moment-là, de haïr le blanc parce qu'il est blanc, et on recommence le cycle de la haine de l'autre. C'est ça que j'ai voulu montrer, comment c'était né, comment... Alors, si vous voulez, la grande difficulté qu'on a à en parler, c'est que dans ces mouvements, il y a des bonnes choses. Mais il y a aussi des choses qu'on ne peut pas accepter. Je prends un exemple dans l'art ou la politique. Enlever des statues de négriers, d'assassins, de gens qui ont commis des crimes, oui. Mais étendre le fait de casser des statues à tout, ça ne va pas. Hein. C'est pas parce que Christophe Colomb a découvert l'Amérique et qu'à son époque, évidemment, il y avait du racisme, qu'on doit déboulonner la statue de Christophe Colomb. Ça n'a pas de sens parce que c'est enlever l'histoire. Et en plus, il n'était pas que ça. Alors, d'une part, avec des revendications identitaires exacerbées, on finit par faire une histoire simpliste, on finit par toucher à l'art, ça c'est très dangereux parce que qui va décider que telle statue doit rester parce qu'elle est de Michel-Ange ou doit être déboulonnée parce qu'elle est nulle, hein, on atteint là des vraies questions. Et puis comment faire pour avoir une histoire partagée? Autrement dit, il faut absolument, dans nos sociétés, qu'il y ait une visibilité des minorités, de ceux qui ont été exploités. Il faut certainement enlever les marques infâmes, hein, de la colonisation, de l'esclavage. Enfin, c'est facile à faire. Mais il y a un moment, si ça vire à l'idée que tout blanc, en tant que tel, est un assassin et un raciste, ça ne va pas. Alors, moi, je suis partie aussi parce que quand on parle de questions identitaires, il faut qu'on parle de soi. C'est un historien étranger à la matière dont on parle. C'est la raison pour laquelle et pour moi, en France, le problème a été le suivant. J'appartiens à une famille d'anticolonialisme, c'est clair. Que ce soit mon père, qui était de droite mais anticolonialiste, ma mère et moi-même, j'étais anticolonialiste. Donc, quand je me vois reprocher de parler du point de vue du blanc, de parler de la colonisation du point de vue de l'oppresseur, eh bien non. Parce que dans mon pays, il y a eu aussi un mouvement anticolonialiste qui mêlait d'ailleurs les Noirs et les Blancs, qui mêlait. Donc, si vous voulez, on ne peut pas être accusé soi-même de quelque chose qu'on n'a pas fait. Autrement dit, je ne me sens pas responsable ici à Paris aujourd'hui du colonialisme de ceux qui ont. Je ne me sens pas responsable du colonialisme des colons, de l'État, puisque j'ai été dans l'opposition. Donc c'est capital de reconnaître que l'opposition existe. Quand Césaire mobilisait Aimé Césaire, ou Fanon, il mobilisait Jean-Paul Sartre, il mobilisait toutes sortes d'intellectuels. Donc c'est là où intervient un problème, et c'est là où il faut remettre l'idée qu'un sujet, c'est d'abord un sujet. Je suis anticolonialiste et je n'accepte pas qu'on me traite de colonialiste puisque je ne le suis pas.
Et je n'accepte pas qu'on traite la totalité de la France de colonialiste, puisque ça fait l'objet d'un débat. Même problème avec les Juifs. Il y a en France des gens qui ont lutté contre l'antisémitisme. Si on dit qu'ils sont tous antisémites parce qu'il y a de l'antisémitisme dans la société, on ne va jamais s'y retrouver. Une société n'est jamais une totalité où tout le monde pense pareil. Donc, il faut aussi aborder les questions de dérive identitaire à partir de soi-même. Qui je suis? C'est donc cette bonne question. Et vous avez vu dans le livre, je l'ai abordé avec un certain humour, parce Voilà. qu'on ne peut pas faire autrement. À un moment donné, il faut un peu d'humour quand même. Hein. Après, je laisserai la place à d'autres questions. Mais j'ai commencé le livre sur cette aventure extraordinaire qui m'est arrivée au Liban. Le Liban, c'est un pays communautaire. Vous n'êtes pas un sujet, vous êtes un sujet qui appartient à une communauté. Et donc, je me suis retrouvée dans une soirée au Liban où un journaliste formidable, homme des Lumières, élégant, cultivé, bon, m'a dit « Je suis ravie d'accueillir une Roumaine ». Bon, c'était très compliqué. J'étais obligée de dire « Je ne suis pas roumaine », ce qui est vrai. Pourquoi je ne suis pas roumaine? Ben, parce que mon père, quand il a immigré, au début du XXe siècle, je suis née 40 ans plus tard. Et quand je suis née, mon père, il n'était pas roumain. Il parlait même plus le roumain. Donc, il était tellement intégré que qu'est-ce qui me reste à moi? C'est le nom. Ce n'est pas moi qui suis venue de Roumanie. Je ne parle pas le roumain, je ne sais pas ce que c'est. Bon. Et quand on vient me demander, mais enfin, quand même, tu sais d'où tu viens? Je dis, je sais d'où je viens. Bon. Mais il ne faut pas me demander de me ressentir comme appartenant à quelque chose qui n'est pas mon histoire. Bien. Ensuite, il m'a dit, bon, ben, très bien, alors, vous êtes donc orthodoxe. Alors, ça devient très compliqué. La religion orthodoxe, elle est dominante en Roumanie, mais je ne suis pas orthodoxe. Bien. Alors après, ça devient très difficile, et ça, vous connaissez en Argentine, il n'y a pas un seul Argentin qui soit une chose. Hein. Vous êtes issu d'immigration, voilà, de tout le monde entier. C'est un pays d'immigrés. Bon, la France aussi. Donc, comment faire quand on vous assigne à une identité? Et c'est ça qui permet quand même de nourrir le débat. On ne peut pas être assigné, 1, à une identité, 2, à un territoire, 3, à une région, 4, à un ancêtre. Hein. On peut avoir des ancêtres qui sont le contraire de ce que vous êtes. Hein. Et on ne peut pas vous assigner. Or, je me suis sentie assignée. Et comment j'ai fini par répondre lors de cette soirée, ce que je réponds d'ailleurs toujours, je ne suis ni orthodoxe, ni roumaine, ni ceci, ni cela. Bon. Ah bon, mais alors, vous êtes quand même une femme et pas un homme? Je dis oui, d'accord, ok. Peut-être, oui, certainement, biologiquement, mais bon. Il faut aussi, et j'ai fini par répondre lors de cette soirée par la nationalité. J'ai dit, mais je suis française. Mais ça, pour un Libanais, c'est incompréhensible. Parce qu'un Libanais, il éclate de rire, il dit, oui, oui, moi je suis Libanais. Sauf que au Liban, il y a 18 communautés. Et vous appartenez plus à la communauté religieuse dont vous êtes issu qu'à l'État. Et donc, c'est ce qui crée aussi des catastrophes. Hein, parce que l'assignation communautaire, en fait, elle est restrictive. Elle est nécessaire pour l'histoire, mais elle finit par être restrictive. Parce qu'on vous assigne à une histoire qui n'est pas la vôtre. Hein. Alors, en Argentine, vous dites que c'est arrivé avec retard. Mais enfin, je suis désolée, c'est compliqué encore plus pour les Argentins. Qui c'est l'Argentine? Qu'est-ce que c'est l'Argentine? C'est un des plus grands pays d'immigration de l'Amérique latine, avec des couches, hein, des couches successives. Mon ancêtre, dont je parle d'ailleurs dans le livre, hein, qui est Julius Popper, c'est le conquérant de la Patagonie. Julius le iba a Popper. preguntar, ¿qué responsabilidad tiene usted sobre la matanza de los indios Selknam? Oui, 1838. D'ailleurs, je ne le savais pas. Quand j'ai étudié
la généalogie. Zéro responsabilité. Zéro responsabilité. Enfin, ça va, quoi. Et c'est vrai que j'ai pris exactement cet exemple, mais on m'a répondu, alors les extrémistes de l'identité m'a dit, mais c'est dans les gènes, c'est génétique la responsabilité. Vous voyez là la dérive, hein, parce qu'on revient alors à l'extrême droite. Ce sont les idéologies d'extrême droite qui vous assignent à une identité exclusivement génétique. D'abord, c'est complètement faux, ça ne se transmet pas. Hein. Donc voilà. Et d'où le danger, hein, parce qu'à ce moment-là, on peut aller chercher plus loin. N'importe quelle personne aujourd'hui qui, en France, aurait des ancêtres dans la monarchie ou dans un camp de la monarchie, alors il pourrait être accusé de pas d'être au fond responsable des malheurs du peuple. Autre chose aussi, si vous êtes l'héritier de révolutionnaire, on va vous accuser de la mort du roi. Donc, on n'en sort pas. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors là, la psychanalyse joue quand même un rôle, parce que idéologiquement, théoriquement, la psychanalyse, même cliniquement, est faite aussi pour sortir de là, pour apprendre à un sujet à ne pas être assigné à la névrose des parents, ne pas être assigné à ce qu'étaient ses parents, ne pas répéter ce qu'ont pu faire ses parents, etc., etc. Donc, si vous voulez, toutes les théories identitaires, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'elles viennent à la fois de la psychanalyse, parce qu'on se pose des questions subjectives, donc ça vient de là, et en même temps, ça peut finir en son contraire. Hein. C'est quand même intéressant de savoir ça. Et, Yo estaba pensando, Elizabeth, bueno, acá hay una pregunta que me pasan en francés, pero la voy a traducir para que se la retraduzcan, ¿no? Es Alejandro Dafcal que pregunta. bonjour Alexandre. C'est mon si élève. Il a haber été estado un historien. tiempo, ya sé, si haber pasado un tiempo en Argelia le ha permitido también descentrarse y desarrollar, creo, detallé, dice, su posición anticolonialista. Oui, j'ai enseigné pendant une année en Algérie, l'année scolaire 1966-67, ça remonte à loin, après la décolonisation, et dans un moment très difficile hein, pour l'Algérie, politiquement. Et oui, bien sûr, mais je dirais que j'étais anticolonialiste avant d'aller en Algérie. Donc c'est plutôt dans l'autre sens. J'ai choisi la coopération à l'époque pour suivre mon mari qui allait dans la coopération militaire. Et du coup, c'était pas n'importe quoi, j'étais anticolonialiste. Et c'est là où j'ai quand même connu une expérience invraisemblable hein, dans l'Algérie post-coloniale, là pour le coup, ces années-là, j'ai voulu enseigner des auteurs algériens, Kateb Yassine, j'ai voulu enseigner Frantz Fanon, j'ai voulu enseigner des auteurs algériens, de langue française. Mais non, j'avais des élèves qui voulaient qu'on apprenne La Rochefoucauld, qui voulaient réciter des poèmes en vers de Racine. J'avais un effet, disons, à la fois de haine du colonisateur, qu'on connaît bien, et d'adhésion au colonisateur, au point qu'il voulait être plus français que des Français. Bon, quand même. Donc là, ramener à leur littérature, à la culture algérienne, de langue française, mais aussi de langue arabe, parce que bon, c'était très émancipateur. Sauf que ça ne marchait pas. Sauf que quand j'ai voulu enseigner Frantz Fanon, l'œuvre de Frantz Fanon, qui parlait d'eux, qui parlait de
de la décolonisation, ils m'ont dit, mais c'est un nègre. Fanon était antillais. Bon. Là, je me suis dit, mais c'est pas possible d'entendre des choses. Voilà. Donc là, je me suis heurtée précisément aux effets de la décolonisation. Alors que ce soit ensuite devenu une revendication autre, et au contraire, parce qu'aujourd'hui c'est le contraire, de vouloir prendre les grands auteurs anticolonialistes pour des auteurs qui vont permettre de revendiquer la haine du colonisé, c'est le contraire aujourd'hui. On me dirait, mais tu n'as pas le droit de parler de Frantz Fanon parce qu'il est noir, et donc seuls les Blancs peuvent parler. Donc, voyez la complexité. Alors, c'est vrai que cette année-là, ce que m'a beaucoup appris l'Algérie aussi, c'est évidemment cet enseignement. Je rappelle aussi qu'à la fin de l'année, c'était 67, il y a eu la guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours. Et beaucoup d'élèves algériens ont marqué des croix gammées sur les murs en disant « Vive Hitler !» Bon, on était là dans une situation, et j'ai été obligée d'ailleurs d'intervenir en disant « Mais attendez, de quoi on parle? Madame, est-ce que vous êtes pour Israël ou pour nous ?» Et j'ai dit « Mais que vient faire là-dedans qu'est-ce que ça vient faire, l'antisémitisme et Hitler ?» Donc là aussi, du coup, comme c'était des jeunes élèves, je n'ai pas eu de problème pour leur enseigner ce qu'ils ne connaissaient pas, c'est-à-dire l'hitlérisme et l'antisémitisme. Mais si vous voulez, on se trouve à chaque fois dans ces types de situations selon les circonstances historiques. Et après, évidemment, Alejandro a raison, ça a été une extraordinaire expérience, puisqu'ils m'ont dit « Mais alors, madame, mais vous êtes juive ?» Alors, c'était infernal. J'ai fini par dire « Pas comme vous croyez. Être juive, un, ça ne veut pas dire qu'on est pour l'État d'Israël. Deux, ça n'a rien à voir. L'antisémitisme, vous devez le combattre, que vous soyez juif. » Donc, on était là déjà, vous voyez, dans des terrains d'assignation identitaire. Et il n'y a rien de pire. Donc voilà. Et moi, je ne pouvais pas admettre qu'on me traite... La puedo llevar al terreno donde los psicoanalistas se hacen el banquete, que es el terreno del género, el sexo y la cuestión, lo que usted llama la galaxia del género. Du genre. Je pense que les psychanalystes, d'abord, ont pris cette question de travers. Ils n'ont pas compris l'importance du genre, c'est-à-dire de la construction, d'ailleurs, sociale ou psychique, le genre inclut les deux. Et que beaucoup de psychanalystes, à partir du moment où il y a eu cette utilisation du genre qui faisait qu'on ne devait pas réduire un sujet à son anatomie, qui est tout de même une question freudienne par excellence, Freud n'a jamais dit qu'il fallait réduire quelqu'un, ni femme ni homme, à son anatomie. Les psychanalystes, étant donné que cette notion de genre venait au départ de Simone de Beauvoir et des féministes, l'ont rejetée. Alors que ça traversait la psychanalyse. En soi, la question du genre a été une question émancipatrice. Là où il y a un déséquilibre, et c'est ça que j'ai dit, c'est que si le genre doit conduire à nier l'anatomie, on va retourner à ce qui était antérieur, à savoir que réduire l'être humain à son anatomie, c'était nier le genre. Autrement dit, tout sujet humain, on revient sur elle, est fait de plusieurs déterminations. Et donc, on est à la fois un sujet construit socialement et psychiquement, et puis un sujet anatomique. Si on enlève complètement l'une des deux parties, ça ne va pas. On retourne en son contraire quelque chose. Je crois que les psychanalystes, en tout cas, n'ont pas bien compris cette question.
aux États-Unis, oui, oui, parce qu'il y avait précisément Heinz Kohut, il y avait tous les théoriciens du narcissisme. Ailleurs, ça a été ressenti comme anti-psychanalytique. Et puis, il y a eu les travaux de Judith Butler, qui est à la fois lacanienne, donc branchée sur la psychanalyse, et derridienne, hein, qui a en effet posé la question autrement. Et je crois que les psychanalystes n'ont pas bien compris ce qui leur arrivait. Qu'est-ce qui leur arrivait avec cette importance donnée au genre? Un coup de bâton sur la tête à des idées qui étaient devenues, chez les psychanalystes, beaucoup trop dogmatiques, hein, à savoir le complexe d'Édipe, transformé en psychologie des familles, parce que la question du genre, elle débouchait automatiquement sur l'idée, ça allait de pair avec l'émancipation des homosexuels. Même si ce n'est pas lié exactement, il y avait cette idée que les homosexuels doivent avoir l'égalité des droits. Ça, il n'y avait rien à faire. Les psychanalystes des années 70, je n'ai jamais vu autant de réactionnaires, ça m'a beaucoup surpris. Ah, vous les avez rencontrés. Donc, ils étaient contre. Ils toléraient très bien les homosexuels, les psychanalystes, à condition qu'ils ne pratiquent pas la psychanalyse. Hein, ça, c'était l'IPA. L'autorisation de pratiquer l'analyse quand on est homosexuel, 1998, c'est extrêmement tard. C'est 20 ans après les mouvements d'émancipation. Ça a coûté très cher aux psychanalystes de considérer en quelque sorte que tout homosexuel était pervers. Ce n'est pas vrai, ça n'est tout simplement pas vrai. Donc, cette non-compréhension je dirais, des mouvements d'émancipation qui soient féministes et qui mettaient en cause les dogmes psychanalytiques, si on ne les comprend pas, on régresse. Et le mouvement psychanalytique n'a rien compris. Alors évidemment, comme il n'a rien compris à l'émancipation des homosexuels, qu'il a fallu tellement de temps pour accepter qu'un homosexuel ne soit pas pervers, hein, parce que l'interdiction, si vous voulez, jusqu'en 1998, pour la quasi-totalité des psychanalystes, il ne faut quand même pas oublier qu'un homosexuel était un pervers, automatiquement. Pourquoi? Parce qu'on considérait qu'il niait l'existence de la différence des sexes. Il faut vraiment avoir jamais rencontré un vrai homosexuel pour imaginer qu'un homosexuel nie la différence des sexes. Moi, j'en ai jamais rencontré. Bon. Donc ça, c'était une clinique aberrante, déjà. Pourquoi les homosexuels étaient plus pervers? Mais ça n'a pas de sens. Hein. C'était encore une opprobre. Non. Les homosexuels peuvent être pervers, psychotiques, peuvent être névrosés, et on savait que les 4/5 des homosexuels étaient tout simplement des névrosés. Bien. Donc là, il y avait une défaillance complète qui venait d'ailleurs de Anna Freud et qui venait même de Mélanie Klein, qui venait du mouvement psychanalytique, qui était cette idée des thérapies de conversion. Un homosexuel, pour qu'il soit heureux et que ça aille bien, il faut le convertir en hétérosexuel. Je vous rappelle que Freud n'était pas d'accord. N'était pas d'accord. Alors, vous imaginez que jusqu'en 1998, le mouvement psychanalytique ne voulait pas entendre parler de l'égalité, de l'émancipation, ne voulait pas qu'un homosexuel pratique l'analyse jusqu'en 1998, époque où on a commencé à dire qu'ils peuvent se marier. Donc le retard était incroyable. Dès 1998, même les psychanalystes, c'était pareil dans tous les pays, et en tout cas en France, mais c'est vrai que c'était pareil, au moment où on songe à ce qu'ils puissent se marier et élever des enfants, le mouvement psychanalytique en était encore à se demander si ils pouvaient être considérés comme autre chose que des pervers. Donc, il a fallu la bataille interne des psychanalystes homosexuels dans l'IPA qui se sont battus pour la reconnaissance du droit à pratiquer l'analyse. Donc, le mouvement psychanalytique était en retard de 40 ans sur l'actualité. Bon, j'en viens donc à la question du genre. À partir du moment où ils ne comprenaient pas ça, comment pouvaient-ils comprendre alors
ce qui est venu après, hein, à savoir, et qui d'ailleurs n'a rien à voir, hein, ce n'est pas le même problème, cette idée qu'on était tous des deux sexes. Hein, l'idée, au fond, qu'il fallait penser la sexualité humaine exclusivement à partir du genre et plus à partir du sexe. Un grand débat qui commence dans les années 2000. Bon. Mais si on est déjà en retard, alors là, on comprend pas. Et il y a encore aujourd'hui, dans le mouvement psychanalytique, chez les psychanalystes, les choses ont changé, mais regardez autour de vous, il y a encore des psychanalystes qui considèrent quand même qu'un couple homosexuel ne peut pas élever des enfants parce qu'il faut papa, maman. Ce qui est d'ailleurs contraire à toutes les théories psychanalytiques, puisque nous savons que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Pour un enfant, ce n'est pas d'avoir un père réel, une mère réelle, etc. C'est d'avoir une relation d'objet avec quelqu'un qui occupe cette place. Absolument, peu importe qu'il appartienne à un sexe du moment qu'il occupe cette place. Et c'est d'ailleurs pour ça que les enfants élevés par des homosexuels, ils ne sont pas plus homosexuels que d'autres. Hein. Donc, il y avait cette terreur que si des homosexuels élèvent des enfants, les enfants seront homosexuels. Il faut vraiment ne rien avoir compris à la psychanalyse pour penser comme ça. Hein. Parce que si on pense un instant en psychanalyse que les enfants vont être comme les parents, alors ça veut dire qu'on n'a rien compris. Hein. Il y a même de fortes chances que ça ne se passe pas comme ça. Et ce qu'on observe dans les familles où il y a des parents homosexuels, c'est que surtout les enfants, ils veulent la norme, ils veulent qu'on leur fiche la paix. Et d'ailleurs, la revendication était d'être des familles comme les autres. À partir du moment où il y a eu les débats sur la question, alors beaucoup plus compliquée, de la transidentité, à savoir des enfants, mais c'est d'abord des adultes, la question ne s'est pas posée, que la chirurgie permettait de changer de sexe chez les adultes, ce qu'on a appelé transsexualisme. Alors là, il y a combien de psychanalystes qui ont compris ces questions? 3 ou 4, dont Robert Stoller, qui a compris, qui a essayé de définir ce que c'était, cette conviction d'appartenir à l'autre sexe. Mais là aussi, on a eu dans le mouvement psychanalytique un tel retard avant de comprendre le transsexualisme, que déjà le transsexualisme n'existait plus. Et que les personnes elles-mêmes ne voulaient plus entendre parler, comme d'ailleurs les homosexuels, de continuer à faire l'objet de classifications psychiatriques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est très intéressant parce que un homosexuel n'est plus classifié dans la psychiatrie comme homosexuel. Donc si vous le traitez comme un malade du fait de son homosexualité, il peut vous poursuivre devant les tribunaux. Hein, voilà. D'ailleurs, ils ne le font pas. Enfin, c'est interdit. Vous ne pouvez pas aujourd'hui traiter un homosexuel. Vous ne pouvez pas traiter parce qu'il est homosexuel. Il peut être par ailleurs tout ce que vous voulez, mais pas en tant qu'homosexuel. On a eu le même problème à partir du moment où le transsexualisme a été déclassifié. Donc là, on se heurte à... Elizabeth, ¿podemos pasar, cuando termine la idea, a las preguntas que están entrando por el chat? Voilà. Donc, si vous voulez, déjà, il y avait ça, et à partir... Alors là, moi, je suis intervenue. Hein, ma position est très claire aujourd'hui, où c'est possible pour les adultes. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous ne pouvez pas empêcher les gens de changer de sexe par la chirurgie, simplement. Alors, les enfants, c'est un autre problème, parce que se pose alors le consentement à l'intervention sur le corps. Donc, c'est là où je pense qu'il faut réglementer. Il n'empêche que la grande différence entre les personnes transgenres et les homosexuels, c'est que les homosexuels n'ont pas besoin de chirurgie pour vivre. Ils n'ont pas besoin de la médecine, ils n'ont pas besoin de l'endocrinologie. C'est ça que j'ai dit, donc c'est pas pareil. La question, c'est que si les personnes transgenres ont été déclassifiées de la psychiatrie, ils ne sont pas sortis de la médecine. Et donc là, il y a un problème sur lequel il faut réfléchir. Parce que je pense que notre époque, alors, a tendance à donner une réponse par le corps à des questions psychiques. Sauf que quand les gens sont adultes,
Vous ne pouvez rien contre ça. Ça que je veux dire. Donc la question, c'est les enfants. Voilà. Maintenant, on peut poser la question, pourquoi les enfants? Parce que, j'y reviens, les sociétés occidentales protègent de plus en plus les enfants. Hein, des abus, des maltraitances, de tout. Ce n'était pas du tout le cas du temps de Freud. Hein. Donc aujourd'hui, on protège les enfants, il y a des droits de l'enfant. Et donc, la question maintenant se pose comme ça. Alors, ce n'est pas la peine d'insulter les transgenres, ça ne sert à rien. Hein. Il faut penser cette question-là qui est probablement extrêmement difficile pour des psychanalystes puisqu'ils sont déjà en retard de 40 ans sur le reste. Voilà, dans les questions. Gracias. Pasamos a las preguntas que han entrado a través del chat. Cecilia, por Sí, favor. buen día. Al respecto de esto último que estaba diciendo Elizabeth, la colega Casilda Casado Sastre dice que observa que hoy cada vez con más fuerza en la educación y en la supuesta asistencia a niños y adolescentes y sus familias, encuentra que hay una descarga pulsional del dolor, de la no escucha, de la superficialidad y de la medicalización. Le pregunta a Elizabeth. Et alors, qui vient de quoi? Porque quiere hacer una pregunta al respecto. ¿Cómo sugiere usted ocuparnos de esas víctimas, futuros adultos, hablando de la infancia, ¿no? Que no son escuchados, que tienden a la medicalización, que se los trata con superficialidad? Entonces, ¿cómo se atiende? ¿Cómo dice que nos debemos ocupar de estas víctimas, futuros adultos, de las nuevas generaciones, cuyas identidades están siendo tempranamente mancilladas? D'abord, je vais vous surprendre, je ne pense pas que dans nos sociétés occidentales, dont vous faites partie, il y ait plus de maltraitance des enfants qu'avant. Je pense que ce n'est pas vrai. L'objectivité va en sens contraire. L'étude historique, il y en a beaucoup moins de maltraitance. On a supprimé les punitions, on condamne les abus sexuels, simplement on en parle plus. C'était caché. Donc, ça explique d'ailleurs le mouvement MeToo. Maintenant, on parle. Donc, l'impression que cette femme dont vous parlez, qu'on les maltraite les enfants, c'est pas vrai. Les enfants, globalement, sont beaucoup mieux traités qu'avant. C'est en partie grâce à la psychanalyse. Alors, c'est pas parce qu'on leur donne des médicaments que c'est pas qu'on les traite pas comme des sujets. Ils sont utiles, les médicaments. Donc, si vous voulez, il faut faire attention à cette critique aujourd'hui radicale qui consiste à dire que les enfants sont beaucoup plus maltraités qu'avant. Ils le sont moins, et surtout, il y a des moyens de lutter contre ça. La pédophilie est condamnée, est devenue un crime. La maltraitance d'enfants est condamnée. C'est bon. Les enfants sont mieux éduqués quand même qu'avant. Il y a moins de punitions. C'est moins répressif. Ça n'empêche que dans des familles, ça continue à exister. Enfin, c'est pas vrai qu'aujourd'hui, les enfants sont plus malheureux qu'autrefois. On voit que, vous ne savez pas ce que c'était que le malheur des enfants dans les années 1950, hein, même avant, quand ma mère s'est occupée des enfants abandonnés, maltraités. Hein. Les enfants arrivaient à l'école dans les années 50 avec l'œil au beurre noir. Je ne sais pas si ils étaient battus très facilement. Ils étaient punis. Ils avaient des maltraitances corporelles, des fessées. C'est pas vrai que c'est pire. Moi, là-dessus, je ne suis pas d'accord. Alors, quelle est cette question? Pourquoi on a l'impression qu'aujourd'hui, ils sont maltraités, plus malheureux? On a le sentiment, à notre époque, que les troubles psychiques, même des enfants, sont traités par des médicaments, sont traités par le comportementalisme, c'est-à-dire négation, au fond, de l'existence, de l'inconscient, du désir. Mais ça, c'est valable aussi pour les adultes. On est dans une société qui est comme ça, c'est pas pire pour les enfants. La réponse qui est donnée aujourd'hui
par ceux qui considèrent que, au fond, il faut intervenir sur le corps pour aller mieux, elle est globale. C'est une erreur. Il faut intervenir sur tout. Hein. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Et je pense que s'il y a un grand avenir pour la psychanalyse, et je l'observe, c'est du côté de la psychanalyse des enfants. Pourquoi? Parce que les adultes, on ne peut rien. Les enfants, ça n'est pas exact qu'on passe, si vous voulez, les enfants aujourd'hui sont beaucoup moins médiqués avec des médicaments que les adultes. Parce que quand même, on hésite. Hein, on hésite. Et en tout cas, dans le domaine de l'enfance, il y a, même dans toutes les théories, il y a quand même une approche plurielle. On ne peut pas dire que ça va moins bien qu'avant. Ou alors on peut être extrêmement réactionnaire et dire comme chez nous, il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de père, il n'y a plus… Ça, c'est des discours qui ne tiennent pas. Hein. Donc les personnes qui vous disent, mais aujourd'hui les enfants, ils vont beaucoup plus mal, je demande à voir. Ces personnes-là, elles voient des enfants qui vont mal. Mais ça ne veut pas dire que les enfants vont beaucoup plus mal. En revanche, oui, quand il y a des guerres, quand il y a de la misère, quand les enfants sont dans la rue, oui, ça va mal. Mais ça a toujours existé. Les théories éducatives sont beaucoup plus évoluées aujourd'hui sur les enfants qu'avant. Donc, c'est ça que j'ai envie de vous répondre. Je ne sais pas si ma réponse est bonne, mais attention à l'anachronisme. Sí, pero también, Elizabeth, hay que tener cuidado con, yo llamaría un exceso de posmodernidad, cuando los padres, cuando un chico juega a ser niña, una niña a ser niño, y rápidamente lo llevan. Moi, je l'ai fait pendant toute mon enfance. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire attention? Il faut lui expliquer que faut pas s'affoler avec ça. Un enfant qui aujourd'hui se déguise dans l'autre sexe, ce que vous voulez dire, c'est qu'on va tout de suite l'emmener dans un service pour dire qu'il est transgenre. Ça, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est des fantasmes. C'est pas vrai du tout. Et j'ai fait à Paris un colloque avec les enfants, les pédopsychiatres qui s'occupent d'enfants. Il y a 10 fois plus de cas d'enfants dits transgenres, c'est-à-dire qui se sentent de l'autre sexe, qu'avant, 10 fois plus de cas. C'est évident. Bon. Mais il n'y a pas 10 fois plus de réponses par la chirurgie à cette question. Ça, c'est la visibilité. Donc, c'est aussi un fantasme aujourd'hui que de croire que, d'abord, tout enfant qui se déguise est forcément transgenre. Ça, c'est pas vrai. La preuve, moi, je me suis habillée en garçon toute mon enfance, et croyez-moi, c'était nécessaire, hein, parce que comme on n'avait pas, il y avait une telle inégalité dans le vêtement que ça allait pas, quoi. Donc, c'est ça la question. Alors que maintenant, il y ait ce problème où, quand un enfant se déguise, on puisse dire oui, 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 tu veux être de l'autre sexe, pas forcément. Hein. Donc là-dessus aussi, il faut être raisonnable. C'est ni l'hécatombe, comme le disent les réactionnaires, où tout le monde, où tous les enfants seraient poussés à se faire opérer, ni la négation d'un phénomène social qui existe et qui est que, alors on peut l'expliquer, c'est en effet aussi lié aux dérives identitaires, c'est qu'on est allé très loin et à juste titre dans l'égalité. Maintenant on dit des genres, moi je dis des sexes, hein, je continue à employer l'ancien vocabulaire, qu'en effet, comme l'a dit d'ailleurs Judith Butler, il y a un trouble identitaire. Il y a un vrai trouble identitaire dans les sociétés d'aujourd'hui. Hein, voilà. Il y a un vrai trouble identitaire à cause de ça, sur quand les enfants font ce qu'ils ont toujours fait, à savoir se déguiser, etc. Il y a un trouble identitaire. Et du coup, on a le sentiment qu'il y a beaucoup plus de cas. Mais ce que vous disent les vrais spécialistes qui s'occupent d'enfants qui ont ces troubles-là, c'est que quand même, c'est très minoritaire. Même si c'est 10 fois plus, ça reste un phénomène
marginal, qu'on a gonflé, médiatiquement, que les associations ont gonflé, que les réactionnaires ont gonflé exagérément. Je peux prendre une comparaison. Ici, en France, on considère, je vais prendre un autre exemple, qu'il y a des immigrés partout, qu'on ne peut plus circuler et qu'il y a des islamistes partout, que les banlieues sont bourrées d'étrangers qui prennent la place, d'immigrés qui prennent la place des Français, mais quand vous regardez les chiffres, ça n'est pas exact. C'est pas vrai. Quand vous regardez les chiffres, il faut quand même aller voir, c'est pas vrai. 1, l'assimilation des étrangers se fait. 2, l'assimilation même des musulmans, 5 millions de musulmans en France, de musulmans français. Hein. L'assimilation aux lois de la République, elle se fait. Bon. Simplement, on a une nouvelle religion qu'il faut inclure dans nos questions. Mais l'idée qu'on va à la catastrophe, qu'il y a un brouillage identitaire, un brouillage noir, blanc, trans, il faut quand même réfléchir un peu, parce que ça n'est pas exact. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui fait qu'on peut croire ça? C'est que, évidemment, les sociétés, toutes, avec les voyages, avec la modernité, elles vont vers un métissage généralisé. On connaît bien ça, moins en Argentine qu'au Brésil. On connaît ça aux États-Unis. Quel est l'avenir du peuple américain? C'est clair, il n'y aura plus ni noir ni blanc, il y aura un immense métissage. D'ailleurs, regardez ce qui se passe. On a élu aux États-Unis un président de la République noir, Obama, il est métis. On a toute une population qu'on dit noire, si vous regardez bien, elle est métisse. Donc, en fait, et chez nous, on peut avoir exactement les mêmes problèmes, sauf que chez nous, c'est moins noir et blanc, mais vous avez aujourd'hui, un petit peu comme moi j'étais, vous avez des jeunes issus de l'émigration des anciennes colonies. Franchement, leur père a épousé une mère française déjà, les métissages se font, c'est une dissolution de l'identité. D'où la terreur réactionnaire de voir disparaître ce qu'on appelle la souche. Ça, c'est une terreur. Et vous savez qu'aux États-Unis, les petits blancs ont voté majoritairement pour Trump, qui était pourtant l'incarnation du capitalisme, de la richesse, c'était pas leur candidat naturel, parce que ils ont eu l'impression de défendre la race blanche. Et là, il y a un phénomène que je dirais de perte d'identité partout dans les sociétés occidentales, mais qui est bénéfique. Le métissage est bénéfique et il est inévitable. Vous pouvez être sûr maintenant, et tous les démographes vous disent, que la mondialisation fait que les gens se mélangent. Donc il faut, alors c'est de cette façon-là qu'il faut penser la question transgenre des enfants. Ils ont tendance, en effet, à croire, à penser, à affirmer qu'ils sont de l'autre sexe. À partir du moment où vous avez 10% de cas de plus, il ne faut pas s'affoler. Il faut voir à l'intérieur de ces cas-là qui sont des vrais transgenres, c'est-à-dire qui vont aboutir au changement de sexe, ce qui a toujours représenté un petit pourcentage, ça a toujours existé, de ceux pour lesquels c'est une crise épisodique et qui va passer. Donc là, pareil, il ne faut pas s'énerver avec ça. Il ne faut pas monter en épingle un phénomène qui est aujourd'hui monté en épingle par les extrémistes de tous bords. Les associations, par exemple, qui m'ont attaqué, les associations trans m'ont attaqué, moi, en disant que j'étais transphobe. Pourquoi? Parce que je suis favorable à une réglementation sur les enfants. Je pense que dans les sociétés qui sont les nôtres, la question du consentement est devenue capitale.
on ne consent à rien avant 15 ans. Ça ne veut pas dire que l'enfant n'a pas de désir, mais avant 15 ans, il y a une interdiction totale. Enfin, en France, c'est 15 ans, ça peut être 14, ça peut être une interdiction totale de relations sexuelles entre un adulte de plus de 10 ans et un enfant de moins de 15 ans. C'est une bonne règle. Hein. C'est une bonne règle. Je ne parle pas là des amours adolescents entre quelqu'un qui a 16 ans et quelqu'un qui a 14 ans. Ce n'est pas comme ça. Mais on va vers l'idée qu'avant 15 ans, il n'y a pas de consentement. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de consentement à des traitements, je dirais, chirurgicaux, on ne les fait pas, mais même des traitements d'hormones avant 15 ans, je ne suis pas favorable. Moi, je pense qu'il faut trouver d'autres solutions. En tout cas, l'âge compte énormément. Voilà. Alors, Cecilia, ¿hay más preguntas? Perdón, Elizabeth. Pardon? ¿Hay más preguntas? Hay un montón de preguntas. Elizabeth, hay un montón. Sí, hay muchas preguntas y Essayez por ahí de les classer. Voilà. y estoy Alors, intentando clasificarlas. Lo que pasa que van articulándose a veces con temas que ya ha dicho, ¿no? Pero bueno, hay una pregunta que es anónima y que es interesante porque dice, la noción de denegación en Lacan no contribuyó a considerar a la homosexualidad como una perversión. alors oui, tout à fait. D'ailleurs, il y avait ça chez Freud. Alors Lacan, lui, qui n'est pas Freud, hein, avait une conception de l'homosexualité très particulière. Il considérait que les homosexuels, en tant que tels, étaient pervers. Mais attention, il a été aussi celui qui a été le premier à accepter d'avoir des homosexuels en analyse sans vouloir les faire changer, et qui a été le premier à accepter que des homosexuels puissent pratiquer l'analyse. Pourquoi est-ce que Lacan considérait que l'homosexualité était une perversion? Parce que Lacan pensait que l'amour en soi était une perversion. Lacan était, attention, Lacan, ce n'est pas 19e siècle. Lacan, c'est 18e siècle. C'était un libertin. Il considérait qu'au fond, l'amour sous toutes ses formes était centré sur la volonté de la destruction de l'autre, sur la volonté du déni de la différence des sexes, mais ce n'était pas que les homosexuels chez lui. Il incluait toute la sexualité. Donc, il faut faire attention aujourd'hui, quand on interprète les théories de Lacan, si vous voulez, par rapport à Freud. C'est une différence entre ce que j'appellerais la peinture classique et la peinture moderne. Hein. Lacan, il est l'enfant de Picasso, de Max Ernst et disons, d'une réflexion post-freudienne, comme d'ailleurs beaucoup de Claniens. Donc, pour lui, la perversion, chez Lacan, c'est quelque chose de positif. Lacan considère, au fond, que les pervers sont à l'image de ce que la civilisation a produit de mieux. C'est un grand admirateur de Sade. Alors, si c'est utilisé par des réactionnaires, évidemment, ils vont faire de Lacan, et Dieu sait si ça existe, un réactionnaire qui ils se réclament de la loi du père, ils remettent le déni, ils considèrent que les homosexuels sont des pervers. Mais là, il y a une méconnaissance, en fait, de cette pensée de Lacan sur la sexualité. Lacan ne considérait pas, au fond, il ne considérait pas l'amour, il n'est pas romantique, il n'est pas comme Freud, il n'est pas 19e siècle. Il considérait que l'amour était une histoire permanente de destruction de l'autre. Ça, il avait pris ça à Hegel, il avait pris ça à Sade, et il avait le génie de voir derrière les apparences de la plus grande normalité les pires turpitudes. Ça venait aussi de son enfance et de sa famille. Hein. Lacan n'avait pas du tout la même famille que Freud ou que d'autres. Donc Lacan était celui qui allait voir, il était terrible, Lacan.
avec ça. Il allait voir le pire derrière les apparences du meilleur. Donc oui, il y a cet aspect-là. Mais attention de ne pas faire de Lacan un homme de la norme de la loi du père. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors on peut le lire comme ça, hein. Une majorité de psychanalystes extrêmement réactionnaires qui font de Lacan un penseur de la norme, de la loi du père, d'un Édipe qu'on ne doit pas transgresser, mais ce n'est pas ça. Lacan, c'est la transgression permanente. Hein. Donc, on peut avoir une autre lecture de Lacan, qu'on a déjà, qui est la mienne, et qui est depuis 1938, Lacan, c'est sa modernité, c'est un dynamiteur de la famille, c'est un dynamiteur de la norme. Donc, c'est quand même un problème, hein, d'en faire un bon papa bien gentil qui défend les familles. Hein. Lacan était fasciné par les perversions sexuelles. Il était fasciné par la sexualité dite anormale à l'époque. Il allait chercher de ce côté-là. Et puis, Lacan était aussi fasciné par les grands mystiques, dont je vous rappelle, et notamment les femmes, que la sexualité est très particulière. Hein. Il était fasciné par la scatologie, l'amour mystique, la folie humaine autour du sexe, l'érotomanie. Donc, je vous réponds, oui, si on utilise le déni comme un dogme, non, si on considère que la théorie de Lacan est un déplacement complet de la théorie de Freud. Gracias, Elizabeth. Una última pregunta. Antes de cerrar, nos vamos a quedar con todas las preguntas que están en el chat, pero bueno, se termina el tiempo. Gracias, Mateo, por avisar. Ah oui, parce que moi, de mon côté. Bien, lo que pasa es que hay muchas preguntas que se abren en diferentes líneas. Quizá hay una línea que insiste, que es acerca de la preocupación del retorno del nazismo, de las formas en que el nazismo retorna. Y entonces, ¿cómo se puede pensar en la actualidad aquella ruptura inicial, cultural y simbólica, y ese regreso a la genética que proponía el racismo? Y si esto, por ejemplo, lo articulo con otra pregunta, está en relación al concepto de desculturalización. Por ejemplo, en un ejemplo que sería el lenguaje inclusivo, ¿sería algo de eso? ¿Tiene que ver con el cambio de lenguaje en la Alemania nazi? ¿No? Son preocupaciones y preguntas que vienen en torno a esa línea. También en relación al tema de la alienación y al planteo de recuperar la subjetividad, ¿no? Moi, je pense que la montée mondiale des idées d'extrême droite les pires, qu'elles soient néo-nazies, qu'elles soient en France maurassiennes, qu'elles soient fascistes, c'est mondial. Hein. Le retour, au fond, de toutes ces doctrines nationalistes, d'extrême droite, exterminatrices, c'est quand même le symptôme que la société a totalement changé. Et que on a eu la même chose au tournant du 19e siècle, hein, quand les femmes ont commencé à travailler, quand il y a eu les premières lois de protection des enfants, les réactionnaires de tous bords ont dit « Oh là là, le monde est fini, la civilisation est finie, si les femmes travaillent, elles ne feront plus d'enfants, retour aux vraies valeurs. » Donc, je pense, et j'en parle dans mon livre, que toutes ces théories qui reviennent en force sont liées, en fait, sont le contre-coup d'un progrès agissant, hein, inéluctable dans nos sociétés. Plus on va vers des sociétés de métissage, plus les Blancs ont l'impression, veulent retourner à la blancheté absolue, plus ils ont l'impression qu'on leur mange leur truc. Mais c'est valable de l'autre côté. Je pense que chez les extrémistes noirs aussi. Donc, vous avez ce même phénomène pour ces questions de retour, hein, des pires théories. Les gens ont l'impression que tout fout le camp et que donc l'ordre, le fascisme, le retour au nationalisme, ça apportera un ordre dans un monde dégénéré. C'est pas pour rien, hein, que Vladimir Poutine passe son temps
à parler de la décadence de l'Occident qui autorise ceci, cela. C'est les réactions, en fait, de préservation d'une société qui est déjà plus qu'on croit qu'elle est. Ça ne marchera pas, mais c'est dangereux. C'est dangereux parce que on a eu ce phénomène, je le répète, à la fin du 19e siècle, et finalement, ça a conduit au nazisme. Hein. C'est-à-dire, il faut faire attention à ça, parce que ça peut reprendre le pouvoir pour un certain temps. Le retour à l'ordre, le retour au pire, oui, bien sûr, mais c'est au fond le contre-coup des libertés. Alors, là-dessus, il y a évidemment se greffent les questions sociales, hein, qui sont très importantes. On est dans des sociétés où l'inégalité entre les riches et les pauvres prend une proportion absolument considérable. Hein. Donc là aussi, il y a ça. Alors c'est un autre phénomène, mais il est très important. Donc, et puis on est dans un monde très difficile à vivre pour les gens. Ils ont l'impression que la Terre est plus la Terre, qu'on va être englouti par les questions climatiques, que la mondialisation défait les souverainetés, que la famille n'existe plus. Bien sûr, tout ça est mêlé. Il y a un climat apocalyptique dans le monde entier. Et puis, je dirais, la peur de la guerre, la peur de tout ça, c'est absolument évident. Hein. Et la vraie question la plus subversive aujourd'hui, à mon sens, hein, c'est comment, et nouvelle, parce qu'on ne se posait pas la question comme ça, je dirais, il y a 50 ans, la question nouvelle, c'est comment va-t-on défendre ce qui est le plus fragile aujourd'hui, c'est la démocratie, hein, qui évidemment n'est pas aussi attirante ou désirable qu'un pouvoir fort. C'est pas attirant, la démocratie. Pourquoi c'est pas attirant? Puisque les gens ont l'impression que la liberté, tout ça, ça conduit à l'apocalypse. Et c'est compliqué, hein, d'où une identification permanente à des pouvoirs forts. On l'a vu au Brésil, l'Amérique latine n'est pas à l'abri, hein, de ça. Nous non plus en Europe maintenant, nous le savons. Hein. Donc, je répondrai beaucoup plus largement que le retour de tout ça, au fond, c'est l'ennemi principal. C'est pas c'est pas les transgenres, c'est pas les homosexuels, c'est pas les noirs qui sont l'ennemi principal. L'ennemi principal, c'est l'extrême droite, c'est ces théories-là, c'est le danger de dictature et de prise du pouvoir par le fascisme. Il ne faut pas se tromper d'ennemi aujourd'hui. Je le dis dans mon livre, hein, moi je critique les dérives identitaires, mais je sais en même temps où sont les vrais dangers. Alors, les extrémismes d'un bord, évidemment, nourrissent les extrémistes de l'autre. Ça, c'est vrai. Ça, c'est absolument vrai. D'où, en effet, mais il faut raisonner autrement face à ça que par les apparences. Hein. C'est pas en disant c'est horrible, les enfants d'aujourd'hui sont plus éduqués, il n'y a plus de pères, ils vont. Oh là là. Je vous rappelle que ces discours-là, on les tenait au début du XXe siècle. On tient les mêmes discours de façon récurrente dès qu'il y a des vrais changements dans la société. Et il y en a. Le désir de retour à l'ordre, c'est terrible. Hein. Donc, soyez vigilants. Ne faut pas Estamos. avoir peur. Yo estaba pensando Vigilant. el discurso de Hitler con respecto a los jóvenes en su momento era: vuestros padres os han traicionado, vengan conmigo, yo los voy a llevar a la verdadera Alemania, ¿no? A la Deutschland über alles, ¿no? Ellos... Eh bien, on a ça aujourd'hui. On a ça aujourd'hui. Et c'est pourquoi on a souvent, nous on l'a en France, une jeunesse beaucoup plus réactionnaire que les gens plus âgés. C'est évident qu'il y a ça. Bien sûr, on est bien d'accord. Mais ¿Podemos hacer una pregunta más sobre el título del libro? Nada más, es una ¿Podemos breve hacer pregunta. una pregunta más? Dice una Una más. más. Mateo nos autoriza una más. Ina, Es de- pobre, que estaba cansada. Sí, porque me parece interesante ver el tema del título del Elisa. libro. Cristian Lopardo dice: quisiera consultarle sobre el título del libro y su traducción al español.
Entiendo que el título en francés incluye la noción de rey. Literalmente algo así como el rey en uno mismo o uno mismo como rey. Lejano en este sentido a la noción de yo soberano. Entiendo que el Oui, acento estaría puesto mais en el on a beaucoup, narcisismo y no en el yo. j'ai beaucoup discuté avec mes traducteurs parce que c'est comme ça en espagnol, pareil en portugais et la même chose en anglais. Autrement dit, je crois que c'est parce qu'on ne trouvait pas l'équivalent. A soi-même. Oui, je sais qu'on avait essayé soi-même comme un roi en espagnol, mais ça donnait pas. Il me semble que ça donne pas l'équivalent de ce que ça donne en français, pour des raisons idiomatiques, moi il me semble, hein. Parce qu'ils sont quand même 3 langues ont choisi ça, hein, déjà. Et je pense qu'en italien, ils vont faire la même chose. Donc le soi-même comme un roi, que moi j'ai trouvé comme ça, hein, parce que je pensais à Paul Ricoeur, soi-même comme un autre. Est-ce que c'était traductible comme ça? En espagnol, vous diriez, comment ça serait traduit en espagnol? Soi-même comme un roi, littéralement? A mí La- me gusta soberano. La palabra soi-même, la palabra sí mismo, no suena muy clara en castellano, no. Voilà, c'est ce que je pense. Pero el yo no es el sí mismo, me parece tampoco. Da ¿no? cuenta de la soberanía de la identidad por sobre las relaciones de objeto, que me parece que es una perspectiva que usted toma también. Oui, Pero on y a bueno. beaucoup pensé, hein. Moi, j'ai laissé mes traducteurs, mais je suis quand même frappée que 3 langues, hein, ont fait la même chose. Ça veut dire qu'en effet, le soi-même, français est difficile à traduire dans une autre langue. C'est spécial, soi-même, hein. C'est pas moi-même. C'est en fait, le sujet se pensant comme le souverain, le roi, hein. Alors, que ça soit traduit par souveraineté, c'est pas mal, hein. En français, par exemple, soi-même comme un souverain, ça va pas. La souveraineté du je, ça ne va pas en français. La souveraineté du moi non plus. Donc je crois que, somme toute, c'est la bonne traduction, moi il me semble, hein. Mais ça a fait l'objet de discussions. Moi j'ai laissé, hein. À un moment donné, c'est pas moi qui ai le meilleur sens de la langue espagnole, il faut faire confiance au traducteur. Je crois que le livre est bien traduit, hein. Il me Está semble. bien, está muy bien. Sí, Bien. sí, me parece Bueno. que sí. Bueno, En anglais aussi d'ailleurs. A ver, usted no es soberana en español, me parece. Non, c'est pas. Je suis traduit dans tellement de langues qu'il y a un moment, je peux pas. Il faut pas qu'on impose comme ça. Si on a un bon traducteur, il fait le mieux. On peut pas. Alors vous imaginez encore en anglais, en espagnol, en portugais, en italien, ça va, mais en japonais, moi je laisse tomber, hein. Il est traduit en japonais. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ils ont dû trouver des équivalents, hein. Mais ça, c'est le problème. bueno, Moi, je Mateo crois. me parece que ya nos está diciendo que tenemos que cortar, Elizabeth. Muchísimas gracias. Bon, Después le haremos llegar bien. las Et pourquoi il faut finir? felicitaciones que han Pourquoi il llegado faut a través finir? de Después le hacemos llegar a través de Alicia o de la asociación nuestra la cantidad de felicitaciones. Bah oui, mais je peux pas répondre. Merci. Mais je peux pas répondre par écrit, hein. C'est trop lo No, solo para que las lea y vea. Solo porque las... c'est ¿Ah? gentil. Bueno, no sé Bon. si Gabriela querés Eh bien, despedir merci a à la vous. doctora. C'était très bien. Merci beaucoup. Au revoir. Ha estado muy bien. Muchísimas gracias, Elizabeth, un placer escucharla. Gracias, Un Mateo. honor que esté en la APA. Au revoir. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.